Alors maintenant, nous allons traiter la question 239, donc qui correspond à la fracture de l'extrémité supérieure du fémur de l'adulte, donc question très importante dans le cadre de l'orthopédie-traumatologie. Alors, une femme de 56 ans a chuté lourdement sur la voie publique en courant après son bus. Elle n'a pu se relever et elle est amenée aux urgences par les pompiers. Donc il n'y a pas de notion de malaise. À l'arrivée aux urgences, elle se plaint de douleurs au niveau de l'aine et l'impotence fonctionnelle est totale. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus marcher. Donc elle n'a pas d'antécédents particuliers, notamment pas d'ostéoporose, et son état général est excellent. On vous dit même qu'elle est très active. L'examen du membre inférieur droit retrouve un accourcissement et une position en adduction et rotation interne du membre inférieur. Il n'y a pas de complications vasculo-nerveuses. Les radiographies du bassin de face et de la hanche droite de face et profil pratiquées retrouvent une fracture du col fémoral de type 3 dans la classification de Garden. Question numéro 1. Comment expliquez-vous la position du membre inférieur de la patiente? 2 minutes suffisent. Alors, ce qui définit les déplacements fracturaires sont les muscles. L'action des muscles vont entraîner le membre inférieur dans la position qu'on vous a indiquée. Alors, notamment, vous avez le psoas qui est ici et les fessiers qui vont entraîner le membre inférieur en raccourcissement. Donc, ils vont attirer le membre inférieur vers le haut. Deuxièmement, vous aurez les adducteurs qui vont entraîner le membre inférieur en adduction. Et enfin, vous avez le grand fessier, notamment, qui est un muscle qui est plutôt postérieur, et les pelvis trochantériens, qui sont des muscles qui partent du pelvis et qui vont s'insérer dans la région trochantérienne, qui vont entraîner le membre inférieur en rotation externe. Donc ce sont ces trois principaux groupes musculaires qui entraînent les trois composantes du déplacement fracturaire et donc l'aspect clinique de la patiente. Question 2. À quoi correspond une fracture de type 3 dans la classification de Garden? Et question, pourquoi l'obliquité du trait est également importante à prendre en compte? 2 minutes. Alors, là, le type 3 de la classification de Garden correspond à une fracture transcervicale complète avec déplacement en coxa, vara et horizontalisation des travées céphaliques. Donc, quand vous regardez sur votre radio votre col du fémur, vous savez qu'il y a des travées cervico-céphaliques et ces travées donc sont interrompues par le trait de fracture et la tête fémorale bascule en vara. Donc vos travées, au lieu d'être verticales, elles vont s'horizontaliser. Donc horizontalisation par déplacement en coxa vara, qui définit le Garden 3. Alors l'obliquité du trait de fracture est très importante à prendre en compte, car selon l'obliquité, vous aurez des forces de cisaillement qui vont s'exercer sur le col du fémur. Plus votre trait est vertical, plus vous aurez des forces de cisaillement qui vont entraîner, d'une part, un risque de lésion vasculaire, c'est-à-dire des lésions des petites artères qui passent en arrière du col fémoral, donc qui vascularisent la tête fémorale. Donc les cisaillements, les forces de cisaillement vont rompre ces petites artérioles. Et deuxièmement, quand vous avez des forces de cisaillement importantes qui s'exercent sur un col fémoral, vous aurez un risque de pseudarthrose. Ça ne va pas être propice à la consolidation, le fait d'avoir un trait de fracture vertical. D'ailleurs, lorsqu'on traite une pseudarthrose du col du fémur, le but du traitement va être d'obtenir une horizontalisation des forces qui s'exercent sur ce col du fémur et sur ce trait de fracture. C'est-à-dire que ce qu'on va faire,
on va faire le plus souvent une ostéotomie sous-trochantérienne ou intertrochantérienne en basculant l'ensemble de l'épiphyse fémorale en valgus. On va obtenir une horizontalisation progressive du trait de fracture, et à ce moment-là, vous aurez vos forces de cisaillement qui vont se transformer en forces de compression et qui vont favoriser la consolidation du col fémoral. Question 3. Donc vous expliquez à la patiente qu'elle a un risque de nécrose dans la tête fémorale. Et d'ailleurs, comment se fait la vascularisation de la tête fémorale? 1 minute. Alors, la vascularisation de la tête fémorale se fait en grande majorité par l'artère circonflexe postérieure ou l'artère médiale de cuisse, que vous voyez ici, donc qui chemine en arrière du col fémoral et qui va délivrer des branches à visée céphalique. Par une moindre mesure, vous aurez l'artère du ligament rond qui est responsable que de 10% de la vascularisation de la tête fémorale. Donc vous imaginez bien que tout trait de fracture qui va interrompre le col fémoral va risquer de léser cette vascularisation. Question 4. Vous avez examiné cette patiente aux urgences vers 22 h et vous prévoyez une intervention chirurgicale le lendemain matin. Elle est très douloureuse. Détaillez votre conduite immédiate aux urgences. 2 minutes. Alors, cette patiente qui va passer au bloc le lendemain matin devra bien évidemment être perfusée. Alors, vous pouvez utiliser un soluté de perfusion quelconque. Généralement, on prescrit 2 litres par 24 heures. Alors, puisque vous dites à l'infirmière de poser une perfusion, vous lui demandez dans le même temps de prélever un bilan préopératoire. Alors, le bilan préopératoire varie selon les anesthésistes et les hôpitaux, mais classiquement, il comporte le plus souvent une numération, une hémostase, un groupe, une radio de poumon et un ECG. Alors, votre patiente est très douloureuse, donc bien évidemment, vous allez lui prescrire des antalgiques en profitant de la perfusion. Exemple, Perfalgan, Nubin. Et, très important, ce qui est douloureux quand on a une fracture, c'est la mobilité du foyer fracturaire. À partir du moment où vous allez immobiliser votre fracture, vous allez obtenir à peu près 50% d'antalgie. Alors, pour un col du fémur, on ne peut pas mettre d'attelle, bien sûr, donc on va lui mettre une traction collée, petite traction collée, d'attente, qu'on met en place très simplement, et on met généralement à peu près 10% du poids de la patiente au bout de la traction. Donc la patiente sera bien évidemment à jeun et devra avoir vu l'anesthésiste en consultation pour prévoir donc le bloc. Question 5. Quelles sont les 2 possibilités thérapeutiques dans les fractures en Coxa-Vara? Donnez des indications et justifications. Que choisissez-vous chez cette patiente? 3 minutes. Alors, nous sommes là dans le cœur du problème des fractures du col fémoral de l'adulte. Alors, il faut bien avoir compris la réponse à cette question pour bien avoir compris la philosophie de la question. Alors, fracture du col fémoral de type Garden 3, on a vu qu'il y avait un gros risque de nécrose et de pseudarthrose. Chez un sujet jeune, premier cas de figure, on prend un sujet jeune. Chez un sujet jeune, on sera conservateur. On fera tout pour conserver sa tête fémorale. Alors, on fera donc une réduction de la fracture et une stabilisation par ostéosynthèse. Exemple, une vis-plaque à compression. Donc on essaye d'être conservateur chez le jeune parce que le fait d'être conservateur et de garder la tête fémorale va impliquer une décharge pendant au moins 3 mois. Un sujet jeune qui n'aura pas d'appui en post-opératoire pourra très facilement se lever, béquiller et ne fera pas de complications de décubitus.
Donc, le fait de ne pas avoir d'appui en post-opératoire chez un sujet jeune n'est pas problématique. Très différent du sujet âgé. Le sujet âgé, une fracture du col fémoral chez un sujet âgé, c'est une catastrophe. Il y a 20 à 25% de mortalité. Donc c'est une pathologie très grave. Donc pourquoi est-ce que les sujets âgés meurent du col fémoral? Parce que tout simplement, ils font des complications de décubitus. Donc chez le sujet âgé, il faudra tout faire pour le lever le plus vite possible et pour qu'il reprenne la marche immédiatement. Alors, chez le sujet âgé, donc, on lui mettra une prothèse intermédiaire qui permettra la reprise, la levée et la reprise de l'appui des J2 post-opératoires. Et comme ça, on va limiter les complications de décubitus. Alors, chez cette patiente, donc on choisira la première solution, car on vous a dit qu'elle était relativement jeune, 56 ans, et surtout qu'elle était en bon état général et très active. Question 6. Citez justement les principales complications de décubitus après fracture de l'extrémité supérieure du fémur. 3 minutes suffisent. Alors, réponse à la question 6. La première complication est la complication thromboembolique. À partir du moment où le patient est alité, ne se lève pas, ne reprend pas l'appui, il risque bien évidemment la phlébite et de là l'embolie pulmonaire. Alors, deuxième complication possible, chez les sujets âgés notamment, c'est tout ce qui est décompensation de TAR, notamment défaillance cardiaque, défaillance respiratoire. Un sujet qui a un angor peut, au décours d'un saignement péropératoire, entraîner donc un infarctus, une instabilité de son angor. S'il a des difficultés respiratoires, une insuffisance respiratoire chronique, celle-ci peut être décompensée par l'intervention chirurgicale. Donc tout ça explique en grande partie la mortalité des sujets âgés. Les escarres, très important. Un sujet qui fait un escarre après une prothèse peut infecter sa prothèse et donc du coup entraîner donc des complications très sévères. Donc vraiment, éviter les escarres, c'est le nursing et le lever précoce. Les infections, un sujet qui est alité, peut faire des infections urinaires, pulmonaires, et également spécifique du sujet âgé, toutes les complications psychiques et psychiatriques, c'est-à-dire les désorientations, les épisodes de désorientation, les épisodes d'agitation, tout ça font partie des complications, non seulement de décubitus, mais là également des complications des hospitalisations chez les sujets âgés. Question 7. Donc, selon votre choix thérapeutique, la patiente est opérée avec réduction donc, de la fracture et stabilisation avec une ostéosynthèse. 4 mois après l'intervention, alors que l'appui a été repris, elle présente brutalement une douleur importante inguinale avec une impotence fonctionnelle totale. La radiographie pratiquée en urgence retrouve un balayage de la vis céphalique en dehors de la tête fémorale. Comme vous le voyez ici, votre vis céphalique, qui initialement était dans le col fémoral, a brutalement sorti de son logement. Alors comment est-ce que vous expliquez, à distance, le balayage de cette vis fémorale? Vous avez 30 secondes. Alors la réponse à cette question, c'est bien évidemment la survenue d'une pseudarthrose. Alors c'est pas la vis qui a bougé en réalité, c'est le col fémoral qui s'est déplacé, la tête fémorale qui s'est déplacée. Donc à 4 mois du traumatisme, donc ceci évoque une pseudarthrose, et c'est le plus souvent associé à une nécrose de la tête fémorale. Donc je vous rappelle qu'un col fémoral consolide habituellement en 3 mois. Une fracture transcervicale du col fémoral consolide en 3 mois. Au-delà de 3 mois, si le col fémoral n'est pas solide, ça s'appelle une pseudarthrose. Les fractures de la région trochantérienne, qu'on appelle paire trochantérienne, elles consolident en 45 jours. Question 8. Face à cette complication,
vous décidez une reprise chirurgicale par une prothèse totale de hanche. Quelles sont les complications précoces possibles? 2 minutes suffisent. Alors, l'intitulé de la question, c'était les complications précoces. Ce n'est pas les complications péropératoires ou à distance. Les complications péropératoires, ça peut être par exemple le saignement brutal ou la lésion du nerf sciatique. Mais là, on vous parle de complications précoces, donc dans les jours qui suivent. Alors, les complications précoces des prothèses, c'est premièrement hématome. Parce qu'une prothèse, c'est hémorragique. Quand on la met en place, on ford l'os, on ford le cotyle. Donc ça peut entraîner un hématome post-opératoire. Deuxième complication, l'infection. L'infection, c'est redoutable en chirurgie orthopédique, mais plus particulièrement quand on met du matériel de type prothèse. Très difficile à traiter. Troisième complication, la luxation. Une prothèse peut se luxer. Toute prothèse de hanche peut se luxer. Et enfin, comme toujours en chirurgie orthopédique du membre inférieur, les complications thromboemboliques. Question 9. Comment prévenir ces complications précoces après pose de prothèse totale de hanche? Vous avez 3 minutes. Alors la prévention comporte pour les hématomes, bien évidemment, l'hémostase soigneuse péropératoire et la mise en place d'un drainage. Généralement, on met des drainages de redon pour aspirer donc les suffusions hématiques post-opératoires. On peut y ajouter un pansement compressif, éventuellement, qu'on met dans les 2 heures qui suivent l'intervention. Pour ce qui est de l'infection, la prévention passe par l'antibioprophylaxie périopératoire, c'est-à-dire qu'en pratique, l'anesthésiste injecte un antibiotique avant même le début de l'intervention chirurgicale. Donc c'est l'antibioprophylaxie périopératoire, donc qui encadre le geste opératoire. La préparation du site opératoire, bien évidemment. Il faut que le patient soit douché, lavé, bien astiqué. La recherche d'un foyer infectieux potentiel. Alors il faut savoir, quand on met une prothèse de hanche, rechercher un foyer infectieux ORL, stomato. On fait systématiquement un ECBU à la recherche donc d'une porte d'entrée urinaire. Pour ce qui est de la luxation, donc la prévention de la luxation se fait en péropératoire par un bon positionnement des pièces prothétiques et en post-opératoire par une éducation du sujet à éviter les postures luxantes. Alors les postures luxantes dépendent de la voie d'abord par laquelle on met la prothèse, donc chaque cas est particulier, mais c'est l'éducation du sujet qui est importante pour éviter cette complication. Enfin, thromboembolique, bien évidemment, la prévention passe par les héparines de bas poids moléculaire à dose isocoagulante. Exemple Ovenox 0,40. Alors, reprise immédiate de l'appui. Le fait de reprendre l'appui immédiatement, l'appui chasse à peu près 20-30% du sang veineux du membre inférieur. Donc à ce moment-là, vous aurez une activation de la circulation. On prescrit également des bas de contention, très important. Surélévation des pieds du lit également pour améliorer le drainage veineux. Et enfin, une mobilisation des membres inférieurs par les kinés, actives et passives. Tout ça entraîne un drainage veineux du membre inférieur. Tous ces éléments sont fondamentaux dans la prévention des complications thromboemboliques. Question 10. 7 ans après la réalisation de la prothèse totale de hanche, la radiographie de contrôle révèle un décèlement. À quoi correspond cette complication et quels en sont les signes radiographiques et les causes? 3 minutes. Alors, là, le décèlement est en réalité défini par la mobilisation des implants par rapport à l'os. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, vous aurez votre prothèse fémorale ou votre implant cotyloïdien qui va bouger, qui va se déplacer par rapport à l'os. C'est cette mobilité d'ailleurs que ressentent les patients comme douloureuse.
Donc cette micromobilité va être considérée comme douloureuse par les patients. Alors quand vous ferez une radio, à ce moment-là, vous verrez apparaître ce qu'on appelle un liseré autour de l'implant ou du ciment, comme vous voyez ici, donc là, au moment où la prothèse a été mise en place. Et quelques années après, vous voyez l'apparition de cette zone claire autour du ciment. Donc vous avez entre le ciment et l'os apparition donc d'un liseré qui évoque fortement un décèlement. Alors, les causes principales du décèlement sont de 3 types: mécanique, chimique ou septique. Alors, quand vous avez un décèlement précoce, quand le décèlement survient quelques mois ou années après, enfin 2 ou 3 ans après la pose de la prothèse, il faut toujours évoquer la possibilité d'un décèlement septique. Une infection, que ce soit une infection péropératoire qui a évolué à bas bruit ou une infection à distance par voie hématogène peut entraîner un décèlement donc d'une prothèse fémorale. Le décèlement, de deuxième cause peut être mécanique, c'est-à-dire que tout simplement le patient qui mène une activité physique importante avec sa prothèse finit par user en fin de compte l'interface os-ciment et va déceler progressivement sa prothèse. Troisième cause, c'est la cause chimique. Là, vous voyez par exemple que vous avez des couples de frottement, c'est-à-dire que là vous avez du métal et le cotyl, il y a un anneau en polyéthylène. Donc vous avez un frottement entre métal et polyéthylène, et les débris de polyéthylène, ils vont venir se mettre autour de la prothèse et vont entraîner une réaction à corps étranger, et donc un décèlement. Alors, en conclusion de ce dossier sur les fractures du col fémoral, et ce qui est bien à retenir, c'est que les fractures du col fémoral doivent être classées sous la classification de Gardner, il faut bien la connaître, avec, pour les Gardner 1 et 2, le traitement est toujours conservateur. Généralement, on fait une ostéosynthèse en conservant la tête fémorale. Et pour les Gardner 3 et 4, tout dépend de l'âge du sujet, de son âge, ou, on va dire schématiquement, avant 60 ou après 70 ans. Avant 60 ans, on essaie d'être conservateur le plus souvent. On garde la tête fémorale et on espère que la tête fémorale ne va pas nécroser et qu'il n'y aura pas de pseudarthrose. Après 70 ans, le problème, c'est les complications de décubitus. Donc on fera tout pour éviter les complications de décubitus qui sont source de mortalité chez le sujet âgé. Et à ce moment-là, il faudra faire rapidement marcher ce patient. Et à ce moment-là, donc, on lui mettra une prothèse. Alors entre 60 et 70 ans, tout dépend de l'âge physiologique du sujet.